Une image qu'on pouvait voir hier à Moscou, 200 personnes rassemblées devant le Kremlin pour protester contre la guerre en Ukraine. Et ça n'était pas n'importe qui, c'était des familles de soldats russes, les épouses, les mères, les sœurs, les enfants. Voici ce qu'ils disaient avant d'être embarqués par la police pour certains. Écoutez. L'opération militaire spéciale est une grande tragédie qui s'est produite entre deux peuples frères. L'avez-vous compris quand elle a commencé? Oui. Presque tous les Russes ont des parents proches ou éloignés en Ukraine. Alors vous savez, c'est une situation qui nous a profondément touchés. Nous voulons que nos maris reviennent vivants. Nous n'avons pas besoin de pension après leur mort. J'ai décidé moi-même de ce que je devais faire. Aller dans un couvent ou suivre mon mari. Parce que je ne veux pas vivre seule après cela. Je ne veux pas vivre seule. Et si les autorités russes ne comprennent pas cela, je ne sais pas. Que Dieu soit leur juge. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. Claude Blanche-Maison, c'est presque étonnant qu'on ait pu récupérer ces témoignages parce qu'en fait, ils sont là en train de demander le retour des soldats d'Ukraine, ils sont en train de critiquer la guerre en Ukraine et de s'en prendre directement à Vladimir Poutine. C'est risqué quand même. Oui, alors il faut quand même relativiser. 200 femmes, c'est pas une manifestation. Non, gigantesque. mais ça se voit. Surtout aux abords du Kremlin, ça se voit. Oui, alors ça se voit, bien sûr. Il y avait des journalistes, donc elles avaient fait venir des journalistes. Eux aussi embarqués qui apparemment étaient embarqués en effet dans les mêmes paniers à salade sans discrimination. Et manifestement, le Kremlin veut dissuader ce genre de manifestation. Alors, je pense qu'elles vont être relâchées assez vite, en tout cas j'espère pour elles, mais il s'agit bien de les dissuader, et pour les dissuader, il se peut qu'on les garde 1-2 journées, effectivement, en prison. Le Kremlin ne veut pas que ce genre de manifestation se généralise, c'est ça le point. Mais bon, voilà, et on sait bien que, en effet, beaucoup de femmes, probablement, sont dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas que leur mari, leur frère, leur fils restent éloignés, ou qu'ils soient éloignés pour toujours, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent jamais, parce qu'il sera tué au combat. Donc ça, c'est quelque chose qui va finir par jouer un rôle, mais à long terme, dans l'opinion publique russe. Je pense que ça n'aura pas beaucoup d'effet pour les élections qui vont avoir lieu au printemps prochain. Malgré tout, ce mouvement qu'on voit là, il a été soutenu par plusieurs opposants, dont l'équipe de Navalny. Quand même, Aurélien Duchesne, ça envoie un signal quand même qu'on arrive en plus, juste géographiquement, à s'approcher du Kremlin et presque à aller demander des comptes à Poutine. Le message, il est quand même fort. Message d'autant plus symbolique que, historiquement, ça veut dire quoi quand il y a ce genre de mobilisation de femmes? Il y a le précédent de la guerre d'Afghanistan qui avait fait l'armée rouge dans les années 80. Et là où ça commençait à se fissurer, parce que le régime communiste planquait toutes les statistiques sur le nombre, par exemple, de soldats qui mouraient au front, qui revenaient traumatisés ou mutilés, et on a commencé à s'apercevoir de ce qui se passait quand ce sont des femmes qui allaient, pas forcément sur la place rouge, mais par exemple place Bolotnaya à Moscou, demander quand est-ce que nos garçons vont revenir, quand est-ce que nos pensions vont tomber, dites-nous ce qui se passe. On avait eu dans une moindre mesure un défi un peu analogue au tout début du règne de Poutine, quand le fameux sous-marin Kursk avait coulé suite à un accident qui était lié d'ailleurs apparemment à une torpille défectueuse. On parlait des anciens matériels tout à l'heure. Et c'était des femmes qui avaient cherché à demander des comptes sur leur mari, des veuves. Donc il y a quand même un impact très fort de ça parce qu'il y a une symbolique. Il y a un problème qui est assez proche en Ukraine, dans de moindres proportions. Ce sont des femmes qui disent qu'elles aimeraient avoir davantage de permission pour leur mari qui reste au front pendant des mois et des mois sans avoir de permission, faute d'hommes suffisants. Mais là, l'enjeu symbolique, même si, comme dit, ça ne va pas bouleverser par exemple l'élection, c'est quand même tout ce que Poutine cherche à éviter, ce genre d'image. C'est même étonnant quand même, Aline Lebecq-Ramier, qu'on ait laissé cette manifestation avoir lieu, j'allais dire en premier lieu. On aurait pu tout simplement l'interdire, parce qu'encore une fois, ça n'est que de la critique à côté du Kremlin. Ou pas. Pas forcément étonnant parce que c'est vraiment, on va dire, l'angle sur lequel Poutine a toujours, comme vous venez un peu de le rappeler, se lâché du lest. En fait, sur ce type d'expression féminine, mais qui colle quand même malgré tout à quelques symboles qu'il n'est pas forcément dangereux pour Poutine de laisser s'exprimer un petit peu. Donc on note quand même que c'est pas massif. Une phrase que j'ai retenue d'une des manifestantes qui disait
qu'elle ne comprenait pas parce que lors de la Grande Guerre patriotique, on a dit que des millions de Russes étaient morts pour que ça n'arrive plus jamais. Et là, on nous dit si, on va le refaire. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne colle pas, ça en effet, mais il y a quelque chose de peut-être naïf, peut-être pas tant que ça. Je pense que vraiment, ça fait partie de l'expression légèrement possible. C'est sur ces figures féminines éplorées. Poutine utilise souvent une figure de femme en détresse dans son décorum. Je pense à une réunion qu'il avait organisée avec des femmes de soldats il y a plusieurs mois, avec une table, y compris avec chacune dans son rôle. On avait vu ensuite sur certains CV que certaines n'étaient pas complètement déconnectées du parti uni. Donc il faudrait voir aussi qui cela. Après, il y a une expression claire de volonté de récupérer son mari et son frère. Ça je ne remets pas en question ça, mais je note quand même qu'on est quand même dans la rhétorique, quoi qu'il arrive, de façon désespérée sur... Non, la Russie et l'Ukraine ne sont pas des peuples frères. Il y a l'Ukraine d'un côté et la Russie de l'autre. Donc ça, c'est elle une le dit rhétorique. pourtant, cette dame, au début. Pardon ? On l'a entendu, elle le dit quand même pourtant au début, cette dame. Alors ça, c'est vraiment très compliqué, comme dirait l'autre, à déconstruire, parce qu'on a l'impression que c'est mignon et que c'est joli. Mais en fait, c'est pas mignon du tout. Ça, c'est vraiment, ça signe cet élément de langage-là, vraiment la propagande éternelle de la Russie à l'endroit de l'Ukraine, parce qu'en fait, en creux, ce que ça dit, c'est pas deux frères égaux de surcroît, c'est un petit frère et un grand frère, et le petit qui doit le rester. Donc, ça fait vraiment partie des mots-clés de la propagande impérialiste russe par excellence. Maintenant, si ce mouvement existe et s'il y en a le plus possible, ce serait formidable. Là, elles sont vraiment... et j'imagine que dans ces troupes, oui, il faut quand même du courage. Certainement aussi, hypothèse numéro 2, pour aller affronter les gardes au pied du Kremlin. Général. Oui, de toute manière, elle ne pouvait pas être interdite parce qu'elle n'était pas annoncée. Donc, de toute manière, c'est un peu organisé localement. Mais... Enfin, j'ose espérer que le Kremlin est quand même assez bien gardé pour pouvoir empêcher ce genre de rassemblement si vraiment on décide. Vous connaissez les murailles du Kremlin, hein, je veux dire, vous n'allez pas rentrer comme ça, donc c'est assez haut. Mais que ce soit au pied, dans le grand parc que vous connaissez bien, monsieur l'ambassadeur, en face, on peut le faire. Non, je crois que ce que monsieur l'ambassadeur et Aurélien ont dit sont tout à fait justes. C'est-à-dire que c'est tout à fait bien qu'elle s'exprime. Malheureusement, ça n'aura aucune conséquence dans l'immédiat. Il en faudrait beaucoup plus. Il faudrait un véritable mouvement. Mais comme l'Aurélien le rappelait, ça avait eu un impact très très important pour l'engagement russe en Afghanistan. Et donc, c'est quelque chose d'important et ça ne peut bouger que de l'intérieur. Moi, je pense que s'il y a une solution pour diminuer l'agressivité de l'équipe de Poutine, ça ne peut venir que de l'intérieur de la Russie aujourd'hui. Et si on imaginait, Claude Blanche-Maison, que ce rassemblement donne des idées à d'autres femmes qui auraient peut-être envie de s'exprimer mais qui ne le font pas peut-être par crainte ou par peur, et que du coup, effectivement, ce mouvement prenne de l'ampleur avant la présidentielle, ça peut vraiment changer la donne ? Il y a déjà eu dans des villes diverses et variées sur la Volga des manifestations de femmes de ce genre qui réclamaient le retour de leur mari, de leur fils, de leur frère, etc. Donc c'est pas la première fois, mais c'est toujours la même chose, ça reste sporadique. On n'ose pas prononcer le mot guerre, on utilise le langage codé autorisé pour ne pas avoir une condamnation à des jours de prison inutilement, et ça ne débouche pas surtout sur une expression politique. Il faudrait que ça débouche sur une expression politique. C'est très bien que Navalny, du fond de sa prison, du fond de son camp de détention, les soutienne, mais le problème maintenant va être de savoir quelle position il va prendre au moment de l'élection. Alors, probablement tout sauf Poutine, mais tout sauf Poutine, c'est pas terrible comme mot d'ordre, parce qu'il y a un candidat du Parti communiste, qui est d'ailleurs le même qui a 20 ans, qui est un vieux de la vieille, du Parti communiste à qui on a fait de la respiration artificielle, et qui, naturellement, est un produit poutinien. Donc, tout sauf Poutine, c'est pas un mot d'ordre très mobilisateur. Mais ce nouveau candidat, là, justement, ce fameux nouveau candidat qui est censé être anti-guerre, il peut prendre ces femmes son relais ? C'est exactement ce que je voulais dire. Cette grande figure de l'opposition libertaire russe, qui pour moi est complètement fake, pourquoi ne s'exprimerait-elle pas à ce moment-là pour soutenir les femmes ? Il me semble qu'on ne l'a pas entendu. Et je voulais, sur Navalny, a appelé à une forme d'action civique le jour des élections, à ce que tout
tous ses supporters, y compris toute l'opposition russe, ou les sensibiliser à cette question-là autant que faire se peut, se donnent rendez-vous au bureau de vote à midi le jour du scrutin, voulant que visuellement on voit un peu les troupes. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il a proposé. A priori, ça ne va pas servir à grand-chose, mais puisque vous en parlez. Mais cette question quand même des familles qui protestent, c'est quand même un problème, puisqu'on a appris également que le Kremlin a exigé que les gouverneurs de région fassent cesser les discours des épouses mobilisées. Mieux, on a appris que des membres du mouvement ont commencé à être convoqués par le FSB, Aurélien Duchesne. Ça veut dire quand même qu'on essaye de faire taire la contestation. Quoi qu'on en pense, on la laisse s'exprimer peut-être à des moments de manière sporadique. On veut quand même un petit peu la tuer. Oui, et à mon avis, pour les raisons de précédents historiques qu'on avait évoquées juste avant, le Kremlin peut avoir peur que ça fasse tache d'huile. Surtout qu'il peut avoir peur qu'il y ait d'un côté une jonction, j'ai envie de dire, entre d'un côté contestation des femmes, des veuves, de celles qui attendent le retour de leur mari, mais aussi à mettre en parallèle, par exemple, avec des contestations d'ordre ethnique dans les minorités ethniques, par exemple récemment au Bachkortostan, où vous avez des émeutes, ou dans la République de Touva, la République dont vient le ministre de la Défense Shoigu, eh bien, les gens commencent à se rendre compte d'une chose, c'est que bizarrement, les gens de ces minorités ethniques, asiatiques, tatars, etc., sont envoyés au front un peu plus souvent que les Russes ethniques. C'est du nettoyage ethnique pur et simple. Donc, il peut y avoir tache d'huile entre, d'un côté, des revendications de la part des femmes, de l'autre côté, des jeunes qui n'ont pas fui la mobilisation et dont beaucoup commencent à râler, par exemple, sur la fermeture du pays. Ça reste pour l'instant confiné aux grandes métropoles les plus mondialisées, pas encore aux campagnes, mais ça peut venir, on n'en sait rien. Et il peut y avoir non pas une convergence des luttes, pour reprendre un terme bien français, mais il peut y avoir tache d'huile. Il y a eu convergence des luttes, parce que si je puis me permettre, parce que au début de la guerre, les seuls rassemblements finalement un peu dignes de ce nom, qui ont vraiment authentiquement contre la guerre, c'était des femmes des minorités dans certaines régions.